Salut à tous, on se retrouve pour le troisième podcast des bâtons basket. Je suis encore avec Maxime. Salut Max. Salut les gars. Je suis avec Pat. Salut Pat. Salut. Et je suis avec Ismaël. Comment ça va? Yes, sir. Oh là, ton micro. Je t'avais prévenu que c'était fort. Alors avec Max, on a encore choisi 3 sujets pour vous. On va évidemment revenir sur le All-Star Game du week-end dernier qui s'est déroulé à Houston. On va également parler justement de celui qui a été l'homme de ce All-Star Game, Kyrie Irving. Et on va finir par, encore dans l'actualité, par les dernières rumeurs de transfert, vu que la deadline c'est demain il me semble. Donc voilà. Alors on va commencer par le All-Star Game. On va faire épreuve par épreuve. Je vais vous rappeler les vainqueurs. Alors, ça a commencé avec le Rising Star Challenge entre la team de Shaquille O'Neal et celle de Charles Barkley. Tout le monde voyait l'équipe, de Shaq comme l'an dernier gagner. C'est encore la team Chuck qui s'est imposée assez largement. Le concours a d'ailleurs fini par un concours de dunk qui se sont fait des alley-oops et tout. C'était sympa. Vous en avez pensé quoi, les gars? On va commencer par Pat. Vas-y. Écoute, le match, je l'ai vu en différé samedi matin. Ouais. Je crois que le score est assez parlant. Il n'y a pas eu de défense. Bah non, comme toujours, quoi. Ouais, voilà. Que du show, que du spectacle. Moi, j'ai bien aimé, évidemment, Irving. Qui a mis un gros cross à Brandon Knight, il me semble. Ouais. Brandon Knight qui lui a répondu derrière avec un shoot à 3 points avec la planche. Bon. C'est pas trop voulu à mon avis, mais bon, ils se sont bien amusés pendant 2-3 minutes. Voilà, après on a vu un Kenneth Farid en mode animal, voilà, on va dire ça comme ça. Des gros dunks, un shoot à 3 points quand même. Voilà, quand même que. Ouais, c'est pas le genre de gars qu'on voit shooter souvent à 3 points, donc. Et non, le truc, c'est que l'avantage de ce genre de match, c'est qu'on voit des choses qu'on voit pas souvent en saison régulière. Il y a Vucevic qui a mis un 3 points aussi. Voilà, donc Ouais. tout le monde sait que c'est mon registre, alors forcément je retiens ce genre de choses. Mais oui, voilà, donc forcément, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Et voilà, il y a eu des bonnes choses. Il y a John Waiters qui a fait un bon match aussi à 11 sur 13, je crois, au tir, ou 11 sur 12. Donc, Ouais, c'est quelque chose comme ça, ouais. Ouais, voilà. c'était sympa, bah c'est du show comme on en a d'habitude, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Euh, Donc, après, voilà, le score, c'est vrai que tout le monde voyait la team Shaq gagner parce qu'il y avait, on va dire, Irving et Lillard derrière. Mais le secteur intérieur de la team Shaq était bien plus fourni. c'était un peu les petits contre les grands, en fait. Ça, voilà. Il y avait un secteur intérieur beaucoup plus fourni, on va dire, avec notamment Farid, Vucevic, Tristan Thompson aussi. Donc, Ouais. plus fourni côté Team Czech. Et moi, honnêtement, avant le match, je voyais la Team Czech gagner. Donc, Eh ben, enfin, quelqu'un qui avait un bon pronostic. Toi, t'en as pensé quoi, Ismaël? En fait, moi, comme d'habitude, quand j'analyse un match de basket, je regarde toujours ce qu'on peut exposer d'un match de basket comme celui-là à. Recule ton micro, c'est vraiment trop fort, désolé, mais. Là, c'est bon, là? Ouais, non, c'est pareil, mais essaye de parler moins fort. Ok. Excuse-moi. J'essaie d'exposer ce que je vois dans un match comme ça, de concentré de stars et de futurs All-Stars. J'essaie d'exposer sur ce qu'on peut apporter à la saison régulière. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ce que j'avais analysé déjà en début de saison, c'est que je me disais que quand on compare par exemple des matchs, je ne vais pas sortir du débat, t'inquiète pas, entre LeBron et Kobe qui n'ont jamais lieu, c'est normal, c'est parce que, ou alors quand on s'attend à un match contre Lillard et contre, par exemple, Irving, ils n'ont jamais réellement lieu parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient pour bloquer le système qui gâche un petit peu le 1 contre 1. Là, on a eu la chance de voir des vrais 1 contre 1. Et, Ouais, même si Lillard et Irving étaient dans la même équipe. D'accord, mais c'est pour ça que je te parlais en Oui. match de saison régulière. Oui, je suis d'accord. Là, il y avait Knight contre Irving. On a vu des vrais 1 contre 1. Et ça change un petit peu des concours de dunk qu'on a l'occasion de voir pendant ce genre de match. Et du coup, on a vu des vrais 1 contre 1. Et peut-être que ça va se répandre l'année prochaine pour les prochains. Moi, je les appelle toujours les rookie games, hein, parce que voilà, pour moi. Oui, enfin, c'est des rookies et des sophomores, de toute façon. Ouais, voilà, moi je l'appelle parce que je suis un peu à l'ancienne, un petit peu, je l'appelle toujours un peu comme ça. Donc, moi, c'est le moment que j'ai plus kiffé. Et la petite touche humoristique, c'est que Charles Barkley peut encore avoir une chance de gagner un titre NBA un jour s'il est, par exemple, le président d'un club ou coach. Parce qu'il a fait vraiment une très bonne draft. Ouais, bah après, c'était avec des joueurs qui étaient déjà
Déjà, donc, enfin, c'était, on verra bien. Ça, je vois mal Barclay coacher quand même. Ça, pourquoi pas, hein. S'il aurait fait le choix contraire de Shaquille O'Neal, il aurait perdu le match. Là, ça fait 2 ans de suite qu'il gagne, donc peut-être qu'il a une Ouais, petite. c'est vrai. Donc, ouais, dans les choix, oui, il a fait les bons choix. Ouais, en tant que Ensuite, gérant d'une équipe ou dans les hautes sphères des équipes NBA. ouais, c'est vrai. Donc, toi, Max, avec un titre NBA. Bah ouais, comme l'a dit Pat, moi je pense que le mot d'ordre pour le Rising Star Challenge c'était no defense quoi. Il y avait pas de, encore moins. Je pense que ça oui, joue ils sont là encore pour moins. s'amuser. Oui, voilà, quand tu dis on pense que, enfin, j'entends tirer Ismaël même tirer des conséquences de, enfin par exemple, Tim Schuck a gagné 2 ans d'affilée. Est-ce que c'est dû au choix de Barclay? J'en suis pas sûr quoi. Ça joue vraiment. Enfin, pour moi, ça joue encore moins que dans le All-Star Game. Enfin, dans le match opposant les Ouest et Est, quoi, ça joue vraiment pas, quoi. Mais bon, après, c'est bien pour le show, quoi. C'est sûr que. Oui, c'est marrant. Enfin, Ouais, voilà. comme j'avais eu l'occasion d'en parler avec quelqu'un, c'est des gars que ça fait plaisir au public, c'est en début de soirée, les joueurs se font plaisir entre eux, ils font des alley-oops, ils se font des gros dunks, ouais, c'est du show, enfin, c'est un All-Star Weekend, quoi. Donc, c'est tout ce que tu avais à dire, Max? Ouais, bah Je oui, pense sur que les ça, autres oui. avaient. Donc, on va enchaîner. Alors ensuite, on a eu droit au match des célébrités. Bon, ça, on va pas s'y attarder. C'était sympa. On a eu, Petit dunk du Shane Bolt, quand même. voilà, c'était ce qu'il y avait à noter. Il y avait l'équivalent du ministre de l'Éducation nationale qui était là. C'était assez insolite. Quand j'ai appris ça, ça m'a quand même fait sourire. Et un humoriste américain dont j'ai oublié le nom, Kevin Hart. Kevin Hart. Ouais. Voilà, Kevin Hart, qui a fait, qui a fait MVP, qui a fait le con comme d'habitude. Il est là pour ça. Il a fait un sprint de sur 60 mètres avec Bolt. Il est parti ouais, carrément avant. Enfin, c'est marrant. C'est pareil. Ça, c'est pour s'amuser. Ensuite, on rentre un peu plus dans les choses sérieuses. Enfin, sérieuses, même si ça l'était pas forcément. On a eu le concours des meneurs avec une victoire de Damian Lillard. J'ai trouvé personnellement que personne, à part justement Lillard et peut-être Drew Holiday, que personne s'était vraiment appliqué, quoi. Quand on voit Jeff Teague qui rate un layup seul face à l'arc, alors c'est quand même un peu la honte. Il y a peut-être une raison à ça en fait. Parce que cette année, ils jouent en équipe et j'ai l'impression que les joueurs ils étaient démotivés, alors que les années précédentes, chacun pour jouer pour sa pomme et du coup, il y avait plus de pression. Enfin, au final, le mérite, là, ce petit duel Est-Ouest dans tous les concours qui servait, à mon avis, un peu à rien, je pense que les joueurs n'en avaient pas grand-chose à faire. Ouais, Mais exact. là, c'est même quand on voit, là, ça m'a vraiment choqué de voir Jeff Teague rater un lay-up encore, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, Pat et Max, mais enfin, c'était même Tipeee rate son concours. Donc, J'en ai parlé sur ma page. Je prends la parole. J'en ai parlé sur ma page. J'ai dit que j'avais trouvé ce concours relativement mou en fait. ouais. Il y a des joueurs qui effectivement n'étaient pas trop concernés. Et rien que le petit shoot en tête de raquette, je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui a réussi à le mettre du premier coup. Bah, Tipeee l'a pas mis du tout, lui. Lillard l'a mis sur son deuxième. Lillard l'a mis le dernier, je crois. Lillard l'a mis peut-être du premier coup sur le deuxième, voilà. Mais sinon, ils ont mis du temps pour mettre ce shoot en tête de raquette. Qui, normalement, ils doivent mettre quand même pour des meneurs, ils doivent le mettre de suite. Notamment, on parle quand même de joueurs NBA. Donc, ils étaient pas trop motivés. Donc, moi, j'en retire pas grand-chose de ce concours. Non, franchement, Ouais, voilà, Tipeee s'est raté. Lynn a été relativement lent, on va dire. Voilà, donc, sceptique, bon, ben, on va pas en parler parce que voilà, t'as tout dit, je crois. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bah, justement, il y avait rien d'autre à dire à part ça, pour sa performance, quoi. Non, voilà, donc là, c'est pas un concours qui m'a un peu déçu ce concours, c'est dommage parce que il y avait des joueurs quand même de talent, on va dire, mais ils n'ont pas mis trop de bonne volonté, donc c'est vraiment dommage. Moi, je pense que bah, le concours, enfin, ouais, c'est vrai, outre les aspects négatifs, quoi, parce que c'était trop mou, comme vous l'avez dit. Mais je pense, enfin, que la performance de Lillard, elle est pas non plus anodine dans le sens où, enfin, pour moi, ça couronne quand même une saison où il est. Enfin, je sais que c'est Exactement. vraiment le sujet du débat, mais c'est, enfin, Si, ça rejoint quand même. Enfin, il montre que qu'il Oui, est voilà. là, et même si c'est pas le même exercice, il montre qu'il est là et qu'il fait une excellente Voilà. saison. Oui, non, mais bon, c'est un très bon joueur. Ouais, Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il sera rookie de l'année, c'est sûr et certain. Sans aucun problème.
Donc on va enchaîner. Ensuite, on a eu, bah tiens, ça va te faire plaisir, Pat, le concours de shoot à 3 points. Enfin, je fais pas dans l'ordre, mais on a eu le concours de shoot à 3 points remporté par, grosse surprise, hein. On s'attendait vraiment pas que ce soit lui qui le gagne, enfin, moi pour ma part, par Kyrie Irving, qui nous a donné une leçon en finale. Il a mis 23 points. Il était quand même face à un gros shooter à 3 points, en la personne de Matt Bonner, qui s'est bien défendu, qui a mis 20 points. Et j'ai trouvé que ce concours était le plus intéressant de tous pour ma part, parce il y avait vraiment, comme j'en ai parlé hier avec Vince de Inside Basket et Julien d'Escape Station, de Game Time, il n'y avait pas de peintre, il n'y avait personne qui était là pour faire de la figuration, enfin sur le papier, à part Paul George qui a raté son concours, qui a mis 10 points il me semble. Tout le monde était là, tout le monde a fait le taf et c'était vraiment bien, je trouve. Ça a fini à 17, Steph Curry a fini à 17 ou à 18. Il y a eu vraiment un bon niveau. Le moins bon score c'était 16 il me semble. Enfin à part la contre-performance de George, mais c'était vraiment bien. Je trouve que vous en avez pensé quoi? On va refaire comme vas-y Max. Non, moi je voulais déjà insister sur la performance d'Irving, quoi, parce que on disait tous que c'était pas un shooter, c'était un bon shooter de match, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'en 1 contre 1, il pouvait faire la différence puis planter un shoot au bon moment, mais que c'était pas un shooter de série, on voyait plutôt un Novak ou même un Curry, quoi. Et finalement, voilà, il a démontré qu'il a un super shoot. On connaît ses qualités. Avec un shoot comme ça, dans une bonne équipe, parce que là on sait qu'il est à Cleveland pour l'instant et que déjà il tient la baraque. Je pense que dans une bonne équipe, il peut faire très mal et être un des meilleurs meneurs il fait déjà très mal. On en parlera tout à l'heure, mais il fait déjà très mal. Mais les conséquences de son boulot sont modérées, dans le sens où Cleveland, ça reste assez mauvais, quoi, rien que dans leur bilan, tu vois. Ouais. Leurs 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires et 5 défaites, hein, pour une équipe qui est en pleine construction. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais bon, pour Irving, moi je te parle de sa carrière solo. Je pense que pour lui, ce serait bien de penser aussi à rejoindre une grande équipe s'il veut avoir des espoirs de titre, quoi. Franchement, il ne faut vraiment pas avoir peur de son futur à Cleveland. Ils vont tout faire pour ne pas le perdre comme LeBron James. Ils vont l'entourer. À partir de l'année prochaine, je les vois déjà en 8 ou 7e position à l'Est. Avec Toronto. J'ai dit, il y a des joueurs d'avenir à Cleveland. Oui, c'est sûr, avec Waiters. L'avenir de Irving à Cleveland est assuré. Non, ça, on en parlera tout à l'heure, hein, vu qu'on va parler d'Irving, mais c'est sûr qu'à Cleveland, il y a du beau monde. Donc, dans ce concours, toi, Ismaël, t'en as pensé quoi du concours en lui-même? En fait, ce qu'a dit, je pense Maxime ou Patrick, je sais plus, c'est vrai que Novak et Bonner, très bons shooters de série, mais mentalement, c'est le mental qui a fait la différence dans ce concours à 3 points, parce que Irving est un gros mental. On se souvient cet été, il a provoqué Kobe en 1 contre 1. Pendant les matchs de saison régulière, il a beaucoup shooté au buzzer, il a fait gagner plusieurs fois son équipe. Il a un gros mental, donc face aux 23 points mis en finale de Irving, il a mis la pression à Bonner qui est très 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 bon, et c'était la seule pression qui l'a fait échouer, et c'est pour ça qu'Irving a gagné. Enfin, et encore, Bonner est loin d'avoir échoué, hein. Il a planté 20 points en finale. Il a planté 20 points en finale et c'est... Quoi? Il a échoué face à Irving en finale quand même. Oui, il a échoué face à Irving. Il me semble que le record, tu vas me le confirmer Patrick, mais le record de ce concours c'est 26 points, je crois. Ouais. Et donc, oui. C'était 5 ans, Capono. Ouais, peut-être. Capono, il a 2 records dans les 5 meilleurs. Capono, ouais, mais Capono, je crois qu'il a 25 et il était avec. Il me semble qu'il y avait Craig Hodges aussi qui avait fait 25, mais il faudrait que je revérifie. Ouais, donc c'est entre 25 et 26. Donc taper 23 points pour un gars qui est pas considéré comme un pur shooter, pas comme un Ray Allen, pas comme un Steve Novak, pas comme un Kyle Korver, justement, c'est vraiment une grosse... Ce que je veux dire par là, c'est si Bonner s'était passé avant Irving, je pense qu'il aurait fait un plus gros score. Sans la pression de passer derrière avec 23 affichés au tableau là-haut. Ouais, c'est pas... Pour information, donc c'est bien ce que je disais, c'est 25, et c'est Craig Hodges 86 et Capono en 2008. Ouais, Capono, ouais, voilà. C'est bien 25, et lui, Capono était 25 en finale en plus. Ouais.
Donc, Donc c'est pour montrer à quel point la performance d'Irving est quand même impressionnante. Pour un et joueur Ça reflète pas, enfin, les shoots à 3 points dans cette série-là, ça reflète pas quand même leur aptitude à prendre des shoots en match, quoi, parce que enfin, ça nous mais montre c'est bien pas le qu'un but non cap plus. poteau. Oui, je sais bien, mais bon, enfin oui, c'est pour ça qu'il faut bien discerner, et c'est là que, enfin, un point important, je pense, de ce débat, c'est qu'il faut pas, on peut difficilement, je pense, tirer des conclusions de choses que l'on perçoit dans ce All-Star Game, qui reste un événement de show avant tout, et même il y a du sérieux, quoi, genre à la fin de l'opposition Ouest-Est, il commence vraiment à jouer sérieux, le concours à 3 points aussi, mais je veux dire, ça reste du show, et je pense qu'il faut se limiter à ça, quoi. Ouais. T'allais dire un truc, Pat? Je t'ai entendu commencer. non, mais je disais en fait, Irving, c'est la troisième meilleure performance en finale en fait, derrière Capono et Mark Price. Donc avec Ouais, les donc trois, c'est il se donc c'est positionne très bien. Donc voilà, après, là, moi, il m'a impressionné. Après, Je sais pas si vous avez connu Mark Price, mais c'était l'assurance tout risque à 3 points. Hein. Franchement, excellent Mark Price. Hein. c'est ça. Voilà, on est Pour d'accord. lui, si nous écoute. Deux ouais, fois le voilà concours, ça. quand même. Vas-y. Il a gagné deux fois le concours à 3 points quand même consécutivement. Donc, ouais, Mark Price, il est vraiment super. Mais, non, mais Irving, il m'a impressionné. Mais en fait, son adresse à 3 points, il n'a pas eu que lors du concours. Il a eu aussi lors du rookie game et aussi lors du match étoile quand même. À droit à trois Ouais. points. Ouais, il a été impressionnant vraiment tout le week-end, hein, dans tous les concours, dans tous les événements auxquels il a participé, il a été vraiment bon partout. Eh, c'est son week-end. Hein. C'est lui le MVP du week-end, c'est lui. Très très loin. Ouais, c'est de quoi on parlait l'autre jour, Pat, hein, c'est vraiment lui le MVP de ce week-end. Il a eu l'opportunité de pouvoir être sollicité les 3 jours, on va dire, en tant que sophomore, en tant que concurrent pour le concours à 3 points. Et puis bon, ben, il a été sélectionné pour le match Comme des étoiles, moi je dirais. Donc il a pu se montrer les 3 jours et il l'a très bien fait. très bon niveau les 3 jours. Quoi. Donc voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le Shooting Stars. C'est la seule épreuve que j'ai pas vue. J'ai vu que des bouts. Donc c'est la team Bosch qui s'est imposée. On a vu, il me semble, Brook Lopez mettre un shoot du milieu de terrain en jump shot. Ça. Vous en avez pensé quoi, vous? Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de le voir, donc C'était amusant. Ouais, effectivement, la Team Bosch, elle a gagné. C'est amusant de voir des anciennes gloires comme Dominique Wilkins, avec des joueuses de basket aussi de très bon niveau. C'est un exercice qu'on peut faire nous-mêmes à l'entraînement pour ceux qui jouent au basket. Franchement, c'est distrayant et ça montre qu'avec le basket, on peut toujours faire évoluer et apporter des choses nouvelles pour amuser la galerie. Franchement, c'est bien. ouais. T'en as pensé quoi, toi, Pat ou Max, n'importe, un des deux? Comme vous voulez. Tu veux parler, Max ou Non, vas-y, Pat, vas-y, je réagirai plus tard. D'accord. D'ailleurs, ce concours, je l'ai vu pareil donc, ce matin. Euh, écoutez, Ismaël, il y a. Ben, ce qui fait plaisir déjà, c'est de voir des anciennes gloires. Donc il y avait effectivement Dominique Wilkins, Robert Torrey aussi. Ça fait plaisir de revoir des joueurs comme eux. Après, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce soit Dominique Wilkins qui mette le shoot à 3 points du milieu du terrain en finale là, pour la petite poche. Après, effectivement, comme tu disais, il y avait euh, assez improbable de Brook Lopez du milieu du terrain en jump shot. Ouais. Les mecs, on se demande où est-ce qu'il arrive à trouver une pareil. Enfin bon, c'est. Hallucinant. Ouais, là, le shoot est assez hallucinant. Franchement, Bah, du milieu de terrain en jump shot, quand tu vois qu'à la mi-temps des matchs, les gars s'arrachent le bras pour arriver au panier, et lui en jump shot, boum, il le met quand même. ouais, non, c'est clair que là, c'est. Puis, moi, il y a un autre point, parce que étant un grand fanat de basket, pour arriver de suivre la WNBA et Ouais. les joueuses qui avaient à ce concours sont des très grandes joueuses. On va dire des joueuses confirmées comme Tonika Catching ou Kim Cash. Et Ouais. voilà. En plus, si Tonika Catching, elle avait participé aussi au match des sélections. Donc, je sais plus si elle a participé aussi. Mais il y avait aussi une joueuse de Minnesota, Maya Moore. Et elle a mis aussi le sud du milieu du terrain. Donc, franchement, Ouais, bah, c'est comme toutes les autres épreuves de ce week-end, c'est encore amusant, ça divertit le public, et ils se font plaisir entre eux, donc Mais à noter quelque chose de super important que la NBA est très
très très fort dans ce domaine-là, c'est qu'elle sait toujours rendre hommage à ses anciennes gloires et elle les invite pour les événements les plus importants de la saison, ce que font presque jamais ou voire très rarement les autres sports comme le foot ou les autres sports mondiaux. J'aurais bien aimé voir Michael Jordan quand même. Ouais, peut-être quand le All-Star se déplacera à Charlotte ou à Chicago, je sais pas. Ouais, mais là c'était l'année de tes 50 ans. Enfin bref, on va finir Enfin non, on va presque finir, parce qu'il reste le match des étoiles après, par le concours de dunk, que j'ai trouvé nuancé, qui était bien, et à la fois... Enfin, j'ai été déçu par James White et Gerald Green, ceux qu'on attendait au plus haut niveau en finale. Enfin, on n'aurait pas pu avoir les deux en finale à cause justement du West-Est, mais ouais, Ross m'a impressionné. Celui qu'on annonçait être comme l'un des moins bons, Jeremy Evans, c'est sacrément bien défendu. Et ouais. Et ouais, il était tenant du titre, Evan. Ouais, il était tenant du titre. Ouais. Ouais, donc ouais. Le petit hommage de Terence Ross à Vince Carter, qui était assez sympa. J'ai trouvé ce concours pas mal dans l'ensemble. Ross mérite amplement sa victoire, c'est lui qui a été le meilleur tout le long. Donc voilà. Vous en avez pensé quoi de vous? Je pense que c'est très mérité son concours de dunk à Terence Ross parce que le trophée de meilleur dunker a été remis à un pur dunker. Donc pas d'artifice, pas d'escalier, pas de voiture, pas de tableau, même si Evans a pallié ses manquements athlétiques ou d'imagination avec des espèces de tableaux, etc. C'était sympa, mais pour moi le concours de dunk doit retourner au pur dunker. Et puis voilà quoi. Ça nous a fait plaisir de le revoir parce que la dernière fois que j'ai vu Jeremy Evans, c'était à cet endroit et à quasiment la même date, c'est-à-dire au All-Star Game. Tout le long de la saison, on ne le voit jamais. Donc pourquoi l'inviter, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'il était tenant du titre. Ouais, je sais, mais pourquoi alors l'année dernière on l'a invité? Parce que l'année dernière, on n'a eu aucun nom flashy comme on avait eu avant avec. La vraie question, c'est à chaque fois qu'on a des joueurs de fond de banc qui participent au concours de dunk, il faut se retourner vers LeBron James, tout simplement. C'est de sa faute. Ouais, mais non, faut pas dire ça non plus. On n'a pas eu des. LeBron James, hein, mais les grands noms apportent les grands noms. Et les petits noms apportent les petits noms, tout simplement. Ouais, mais bon, quand tu regardes, on a quand même eu un bon concours avec des gars comme Gerald Green et James White qui sont deux immenses dunkers. On a eu Terence Ross qui a fait un très bon concours vu qu'il a gagné. Il y avait aussi Kenneth Farid qui a fait c'était honorable. Comment il s'appelle, le joueur des Clippers? J'ai oublié son nom. Eric Bledsoe qui a fait pas un mauvais concours, et le dernier c'était j'ai encore oublié. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je sais plus, enfin bref. Et enfin si, moi je trouve qu'on a eu un bon concours dans l'ensemble, même enfin les noms étaient assez, enfin moi je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire, mais bon. Mais en fait, c'est ce que tout le monde attend, on est au All-Star Game, dans All-Star il y a All Game et au milieu il y a Star. Donc tout le monde s'attend à des gros stars et on veut le All-Star aussi au concours de dunk. Il y a eu Michael Jordan, Kobe Bryant, il y a eu Julius Erving à l'ancienne. Howard. LeBron James, tout simplement. Et il y a une pétition qui est en train de tourner en ce moment aux États-Unis, Get LeBron Dunk, tu vois, et ils ont même fait des t-shirts à son effigie. On veut LeBron James pour l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Lui a dit qu'il ne le ferait jamais. Donc, ouais, malheureusement. Pour réagir, moi je suis d'accord sur 2 points de ce qu'a dit Ismaël. Tout d'abord je trouve que la place des artistes, elle devient prépondérante alors que il n'y a pas lieu d'être. Je pense au dunk de Blake Griffin il y a 2 ans, je crois, au-dessus d'une voiture. Je pense à celui de James White cette année. Là, il y avait beau avoir une petite flopée d'hôtesse de l'air, moi il m'a pas du tout plu, quoi. Enfin, je veux dire. Et donc ça c'est une chose. Et d'autre part, je pense que c'est vrai que amener des stars, ça pourrait être vachement positif. Encore si par exemple on avait un LeBron qui dunkait moins bien qu'un joueur peu connu, dans ce cas il pourrait y avoir débat parce que d'un côté des gens qui voudraient amener des stars, d'autres qui voudraient les meilleurs dunkers. Mais là c'est pas 2 choses qui sont indépendantes. Je pense que LeBron peut être considéré comme meilleur dunker que certains qu'on a vus là, quoi. Pat, t'es le seul qu'on n'a pas entendu, donc je vais te laisser parler. D'accord. Écoute, déjà moi, ce qui m'a bien plu déjà, c'est le jury, parce que je trouve que ça a bien rendu hommage aux anciennes gloires des Houston Rockets. Ouais. J'aime bien vraiment
Le All-Star était à Houston. Il y avait un jury avec Yao Ming, Clyde Drexler, il y avait Timo Lajuwon, Tomjanovic, il me semble aussi. Ouais. Donc ça faisait un bon jury qui a été relativement cool même dans ses notes, je trouve. Euh, Après, je veux juste revenir, ça c'est ma petite blagounette de tour, mais Jeremy Evans, on l'a vu quand même une fois cette année, quand il a bâché et postérisé Ronny Turiaf sur la même action quand même. Ah oui. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ouais, c'était assez balèze. Il y a que nous, les Français, qui l'avons vu, mais sinon tout le reste de la NBA l'a vu Oui. l'année dernière au même endroit, à la même heure, au All-Star Game, au concours de dunk. Pardon. C'est juste titre premier du top 10 et moi je me suis bien marré parce que Turiaf commençait à se faire une bonne réputation de joueur faire un peu postérité de tous les côtés. Bon, Ouais, il va voler la place de Perkins. c'est rien contre Ronny qui en plus investit en mon club des pièces à Bordeaux Basket, donc je ne dirai pas de mal le concernant parce qu'après on aura plus. Des problèmes. Il va faire un peu de corde à sauter aussi. Hein. Ouais. Franchement, si on pouvait remplacer ou rajouter un concours, ce serait bien le 1 contre 1, mais je me demande si des gens oseraient y participer parce que c'est vraiment Ah ouais, justement, voir ce que vraiment tu disais, je vois, le 1 contre 1, ça me paraît difficile parce que il plaçait une épreuve qui serait le 1 contre 1, tu mettrais un gars comme annoncé super fort, genre comme Kobe par exemple, hein, c'est un exemple, comme Kobe se faire, imagine qu'il se faire battre par quelqu'un de moins connu. Ah, c'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais justement, je pense pas qu'on aurait de grands noms parce que ces gars-là auraient peur de prendre une claque. Et là, tu es en train de répondre à la question, que tout le monde se pose, pourquoi LeBron James ne participe pas au concours de dunk. Il a peur de s'afficher et de se mettre une pression parce que lui, il déteste la pression. Et par contre, Kobe, en début de carrière, il n'aurait pas eu peur de participer à un contre 1. D'ailleurs, il a participé, il a mis son nom sur la table des concours de dunk parce que les plus grands y ont participé. Donc si LeBron James n'a plus rien à prouver, mais fait partie des plus grands, il aurait dû participer au concours de dunk. Ouais, bon, on verra ça les années suivantes. Je suis d'accord que le 1 contre 1, ça Vas-y, pourrait être vas-y. un vrai comment dire. Il faudrait en faire plusieurs, oui, sous forme de concours aussi, quoi. Oui, voilà, parce que ça, au moins, ça, je trouve que par exemple, il y a des comme le Shooting Star ou par exemple le match de célébrité, bah, c'est bien, mais bon, à regarder, ça lasse assez vite, quoi. Ouais, oui, Tandis que c'est vrai qu'un 1 contre 1, là, je pense que ça créerait de l'émulation, quoi. C'est vrai qu'un Kobe et le BJ, en 1 contre 1, il y aura du trash talk. Franchement, ce serait bon. Je Ce pense. serait la folie. Hein. Ouais, carrément. Ouais, ça serait pas mal. Donc Et on va vas-y, après on va finir par le match des étoiles. Je vais juste donner vite fait mon avis quand même sur le concours de dunk. Hein. Ouais. Déjà, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a quand même eu 36 dunks manqués quand même en tout, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Tout le concours, moi, j'ai trouvé une première partie de concours au moyenne et par contre, la finale est très très bon niveau. Encore, bah justement, j'ai entendu beaucoup de gens partager ton avis, Pat, et comment dire. Moi, j'ai trouvé le premier tour pas trop mal avec le dunk de Rose dans le dos qui était pas mal, avec le Tomar de Green qui était monstrueux. Moi, je vais te dire pourquoi je pense que tout le monde a cet avis-là, c'est que tout le monde est forcément déçu des performances de De Gerald White. Et de White. On en attendait du très très lourd. Moi, le premier, et pourtant, je suis pas du tout un spécialiste de dunk. Honnêtement, c'est pas du tout ma passion. Et on le sait, et je l'ai toujours dit. Mais c'est reste spectaculaire. Et là, honnêtement, ces deux-là, on en entendait vraiment très lourd. Et ben, finalement, eh ben, on est resté un peu sur notre fin. Et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est pour ça que je pense que les gens disent ça, parce que un Bledsoe, et ça en est très bien sorti aussi. Donc, voilà, c'est un concours comme ça, mitigé. Voilà. Je pense que ça a foutu une pression en plus sur les LeBron James. Encore une fois, Tu t'acharnes. Si le meilleur dunker réputé pour cette spécialité n'y arrive pas à cause de la pression, parce que le basket, c'est pas qu'une histoire d'athlétique et de physique, alors je pense que ça a foutu une pression de plus à LeBron James inconsciemment. Ouais, peut-être. Donc, Voilà. voilà. Voilà, on verra ça les années suivantes. Donc on va finir par le grand événement de ce All-Star Weekend, l'opposition entre la conférence Est et la conférence Ouest. Ça s'est encore joué à peu de choses. Et c'est encore, pour la troisième année de suite, je crois, la conférence Ouest qui s'est imposée.
de peu de points, 153 à 148 je crois. Et donc j'ai regardé le match, c'était pas mal, c'était plaisant. On a eu deux bons petits blocs de Kobe sur LeBron qui m'ont fait plutôt rire. Le match dans l'ensemble était bien, Chris Paul MVP. On a eu de belles choses. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va commencer par toi, Pat. Ouais, non, je suis d'accord. On a eu un match de bon niveau, vraiment très très bon niveau. À la fin, il y a deux blocs de Kobe. Bon, après, ça donne, comme d'habitude, on va dire, quand ce résultat est serré sur le Star Game, les équipes commencent à se mettre à défendre, à essayer de gagner le match, on va dire, sur les 5-6 dernières minutes. Donc, ouais, ça reste pas certainement comme une image assez forte sur le Star Game. Après, comme tu dis, Chris Paul, il a fait 15 passes, 20 points et 4 interceptions. ça fait 4 interceptions, mais en 27 minutes de jeu, s'il vous plaît, quand même. Ouais, oui. Voilà, ça reste une performance assez magnifique, donc ça, c'est vraiment mérité. Après, on a encore vu Irving, déjà, qui, lui, ne s'est pas loupé, on va dire. Il a fait une grosse impression une nouvelle fois, donc on voit que quand même, il a non seulement du talent, mais aussi du caractère, quand même, parce que se retrouver là, dès sa deuxième année NBA, c'est pas forcément évident pour lui, mais ils se retrouvent au milieu de grandes stars. Ils se retrouvent avec des gars comme Kobe Bryant, comme LeBron James, comme Chris Paul, comme Kevin Durant. Donc c'est une belle performance. On a un Paul George qui a bien fait du match aussi. Il s'est rattrapé de son concours à 3 points. Et lui, par contre, je confirme vraiment que c'est un vrai shooter de points. Lui, vraiment, c'est. George, tu parles? Il met dedans en match, on va dire. Voilà, quoi. Au concours, je m'en doutais un petit peu que ça serait pas évident pour lui, mais Monclar le disait justement en commentant le concours à 3 points. George est un shooter de match et pour lui, ça reste. Sur un concours, c'est pas évident. Voilà. Mais moi, ce qui m'a plu, c'est surtout les performances de Frenchy, on va dire. Ouais, Noah et Parker ont été très bons. Noah était à fond dedans. Ouais, Noah était à fond. C'est le seul qui allait voir l'arbitre pour lui dire il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il est toujours à fond, Noah. Toujours, quel que soit le match, il sera toujours à fond. Il est toujours là pour gagner, pour jouer. Il se donnera toujours à fond. Et là, il ramasse ses 10 rebonds, ses 8 points, et tout en 13 minutes. Moi, j'ai rien à dire. Il est en train de devenir l'un des meilleurs pivots de la ligue. Et j'insiste bien parce que je pense que c'est vraiment le cas. Et on lui a fait confiance en fin de match. C'est quand même pas un hasard non plus. Et justement, est-ce qu'il n'est pas avec justement quelqu'un comme Tyson Chandler le meilleur pivot de la ligue en ce moment? Ah, moi je suis. Ah, je pense que si. Non seulement c'est l'un des meilleurs dans les 3, voire sur certaines dans les 5 meilleurs pivots de la ligue, mais non seulement quelque chose de beaucoup plus important, il mène pas le ballon, mais c'est lui le vrai leader, le vrai meneur de Chicago. C'est incontestable. Ah, mais c'est un guerrier, hein. Ah bon? C'est un guerrier. C'est un guerrier, c'est un meneur, c'est un Kevin Garnett en plus jeune, quoi. C'est ça. Ouais. Il manque un peu, mais sinon ça va, quoi. Il y a Gibson, il y a Boozer, ça va, ça peut aller. Peut-être pas pour Voilà. Donc Maxime, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, c'était moi c'était pour rapidement, c'était une belle performance. Moi j'ai aimé le match aussi de Durant, de CP3 forcément, qui a organisé le jeu comme d'hab. Les coachs aussi à souligner, je pense que tout le monde a eu un temps de jeu assez raisonnable et ça c'était plutôt plaisant pour. Mis à part les deux anciens, quoi, mais c'était normal. À noter quand même que Howard a brisé les castagnettes, pour être poli, de Popovic. Ouais. En n'écoutant pas les consignes. Ouais, apparemment ça aurait gueulé un peu pendant le match. Ouais, donc voilà, moi j'ai bien aimé quand même, c'était plaisant. Et Chris Bosh? Et ouais, ça par contre c'est un scandale. Et Chris Bosh quand même. D'ailleurs, ils ont bien fait savoir Chris Paul et Tony Parker. 2 petits ponts de suite, franchement, ils ont bien mérité. 2 petits ponts, 3 airballs, bon, ok. Donc voilà, c'était pour se faire punir d'avoir volé la place d'Irving dans le 5. Comme quoi, on peut relever, on peut noter une solidarité Est-Ouest, NBA continue entre postes, quoi. C'est-à-dire les meneurs avec les meneurs, les pivots avec les pivots, etc.
Ouais, enfin même si je pense qu'ils doivent être, enfin pas tous, hein, on sait qu'il y a des rivalités, des tensions, mais ils doivent quand même pas mal s'entendre tous ensemble et ce genre de match, ça doit vraiment leur permettre de se retrouver entre potes, de jouer entre eux, de se faire plaisir. Donc voilà. Bah, connaissant Chris Paul et Tony Parker, ils veulent se confronter au meilleur et ils voulaient sûrement jouer un peu plus contre Irving et par exemple Holiday. Voilà. Donc je pense qu'on va terminer pour le All-Star Game là-dessus, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on en parle. On va enchaîner sur justement, on en parlait tout à l'heure, le cas Kyrie Irving. Alors, le gars est simplement monstrueux depuis le début de l'année. Même si Cleveland ne se porte pas super bien, il tient Cleveland sur ses épaules. Il a fait un All-Star Game monstrueux. Il a été très bon dans tout ce qu'il a fait. Je vais demander je vais commencer par toi, Max. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut attendre de la part d'un joueur comme lui à l'avenir? Bah, moi, les meneurs, c'est sûr que là, enfin, j'ai souvent entendu que ces 2 dernières années, c'était vraiment et même un peu plus, même si on va un peu plus loin, c'était vraiment comment dire, où il y a, enfin, comment dire, une année, enfin, une dizaine d'années où il y avait vraiment de très très bons meneurs, à défaut peut-être d'avoir de bons pivots. Irving, ça en est le représentant. Je pense que un Irving, un Lillard, enfin, s'ils peuvent gérer une équipe, il est clutch. Je me rappelle qu'il a cloué un match contre Boston il y a pas si longtemps. Il a mis 40 points sur la gueule de Rondo. Il est bon, enfin, il est très bon à 3 points. C'est plutôt un bon passeur. En un contrat, on n'en parle même pas. Oui, ça peut être un véritable leader, quoi. À la CP3, je pense. Ouais, en plus incisif, il me fait plus penser à quelqu'un comme Derrick Rose. Ismaël, ton micro résonne un peu. D'accord. Voilà. Ouais, donc il me fait plus penser à quelqu'un comme Derrick Rose. Je sais pas ce que t'en penses, Pat. Comme Derrick Rose, il est peut-être un peu moins athlétique quand même. Oui, oui. Derrick Rose est certainement beaucoup plus adroit déjà, notamment à 3 points. Mais là, on a un futur grand quand même. Là, c'est clair et net. Un futur très très grand même. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, hein, parce que Oui, parce que c'est sa deuxième année, faut pas oublier. là, on est dans un groupe, voilà, confirme ce que dit Max. On est dans une période où en fait on a une grande quantité de meneurs en fait de haut niveau qui arrivent. Voilà. Si on regarde bien toutes les équipes cette année, toutes les équipes ont vraiment un bon meneur, voire même un bon meneur remplaçant. Il suffit de voir comme Bledsoe ou des joueurs comme ça, ou même des Jaren Jack. Voilà, donc on est dans une génération où les meneurs sont vraiment prennent le dessus, dominant. Voilà, Lillard cette année. Voilà, donc là, sur Irving, là on voit un gars qui est ultra clutch cette année parce que Qui est ultra dominant aussi. ultra dominant, ultra clutch. Il a quand même. Il suffit de voir son shoot. Bon après, moi on va me dire, je me suis accroché plusieurs fois avec plusieurs gars d'ailleurs ce soir-là. Faut voir son shoot contre Toronto. Moi je suis désolé, contre Toronto, il prend le shoot, il est à 8,50 m voire 9 m. Après on nous dit qu'il n'y a pas de défense, moi je veux bien, mais le shoot il faut le mettre quand même. Quoi. Oui, oui, de cette distance, oui, c'est sûr. Cette distance il faut le mettre, à ce moment-là du match il faut le mettre. Il suffit de voir le match contre KC. Alors contre KC il arrive, il met combien 15 points dans les 3 dernières minutes, tout ça. Donc, ouais, c'est ça, ouais. 17 points dans les 3 dernières minutes. Magnifique fin de match. Hein. Magnifique. Magnifique fin de match qui est vraiment décisif. Et des matchs monstrueux, les 40 points. Je maintiens que là, on a affaire à un très grand. Et surtout, après, on ne sait pas s'il va rester à Cleveland ou pas. Moi, je dirais que oui, parce que Cleveland va faire quand même, mon avis, c'est pas beaucoup d'efforts pour pouvoir le conserver. Ils vont essayer de ne pas reproduire ce qu'ils ont fait avec LeBron James. Quoi. Avec LeBron, ils ont des joueurs d'avenir. John Waiters, Tyler Zeller. Ouais. Thompson, Guy. Ils ont fait un trade. Anderson Varejao qui est quand même toujours là, même s'il est blessé. On a un trade qui a été fait, on en parle très très peu de ce trade. Marie Spate et Billy Houston leur apportent énormément. Ouais. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais Spate, depuis qu'il est arrivé, c'était une quinzaine de points par match, même s'il marque un peu le pas en ce moment. Ouais, en sortie de banc, il apporte vraiment. Ouais. Voilà, mais il était très bon, déjà très bon à Memphis et Wayne Ellington juste avant d'arriver à Cleveland, il venait juste de sortir un match à 1 point avec Memphis, donc
C'est un vrai shooter. Ils Qui ont d'ailleurs vraiment fait une bonne opération d'ailleurs avec ce trade. fait une très bonne opération avec ce trade. Après, on a des joueurs. Il faut pas oublier qu'il y a Tristan Thompson dans cette équipe. Tristan Thompson, il est en deuxième année aussi, donc Oui, c'est jeune, c'est jeune. voilà. Et Alonso J aussi. Ouais, donc voilà, et en plus, étant donné leur position au classement actuellement, ils peuvent espérer encore tomber sur un bon pic à la draft. Donc, Voilà. avec des trades de cet été, on peut vraiment avoir une belle équipe de Cleveland l'année prochaine. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur comme quoi on annonçait Greg Oden à Cleveland. Ouais, Voilà, donc Greg Oden, bon, voilà, on sait qu'il a des genoux en carton, mais on sait pas, on sait jamais. Il a pris le temps de se soigner, on sait pas. Il peut on tenter le verra pari, ce que ça va donner. Ouais, bah, c'est ce que Cleveland semblait avoir envie de faire. Donc, il peut rien à perdre. exactement. Donc on va finir. Est-ce que vous pensez justement que on va finir sur ça que ton micro résonne encore, Ismaël? Ouais. Attends, je vais te donner la parole de toute façon. Est-ce que vous pensez que quelqu'un, justement Irving, devrait plutôt penser à lui et partir, comme tu disais Max tout à l'heure, dans un grand club où il pourrait s'exprimer, tenir l'équipe, jouer les playoffs, voire même le titre, ou justement rester à Cleveland où il deviendrait le leader, où il garderait le maillot, enfin peut-être pas toute la saison, mais une grande partie, toute sa carrière plutôt, ou du moins une grande partie, et où justement Cleveland s'appliquerait pour l'entourer et pour construire l'équipe autour de lui. Donc tu t'en penses quoi, Ismaël? Moi, je pense qu'ils vont faire le maximum pour le garder. Ils vont négocier les meilleurs joueurs. Enfin, tu penses que qu'est-ce qui est mieux pour lui, parce que Cleveland va faire? Le mieux pour lui, moi, je pense que pour avoir un grand nom, il faut être dans une grande équipe. Maintenant, s'il est capable d'apporter un titre NBA à Cleveland, ce qui n'est jamais arrivé, ça s'est arrivé à Chicago où il n'y avait personne pour faire gagner le titre. Ensuite, on connaît l'histoire de Michael Jordan. Je pense qu'apporter un premier titre à une ville qui n'en a jamais eu, ça peut vous glorifier du jour au lendemain, devenir un gros marché avec tout ce que ça comporte. Et ouais, je pense que si les choses suivent leur cours, il peut rester à Cleveland et les choses vont se faire naturellement. Après, si ça vient pas forcément, ça va faire un petit peu comme les LeBron James. On voit que c'est un peu compliqué de gagner un titre tout seul. Et ensuite, je pense qu'il ira dans un gros club parce qu'il va être super sollicité. Hein. Oui, c'est sûr. Pardon ? J'ai dit que c'était sûr et certain qu'il serait beaucoup sollicité à l'avenir. Ouais, c'est clair. Donc après, on sait que maintenant avec les taxes qui existent, avec les nouvelles règles de la CBA, etc., c'est devenu de plus en plus compliqué de garder un gros joueur dans un petit marché. Donc il y a aussi cet aspect-là du business qui est important. Donc voilà, mais je pense qu'ils vont faire le maximum pour le garder. Ensuite, il y a certaines choses que les clubs eux-mêmes ne peuvent pas gérer. C'est vrai. Toi, Max, t'en penses quoi? Pour lui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que à l'image d'un LBJ, c'est sûr que il se fera sans doute, ce sera pas une décision qui sera facile à annoncer et à assumer aussi. Mais je pense que ouais, c'est vrai que pour lui, pour sa carrière et pour ses titres potentiels, je pense que c'est mieux qu'il quitte le club. Maintenant, c'est vrai que quand vous dites qu'il y a des joueurs d'avenir, c'est vrai, c'est un fait. Maintenant, est-ce que de là à se classer, comme Ismaël disait, 7e de la conférence Est, moi j'en suis pas persuadé. Je pense pas qu'ils aient encore les épaules pour. Si Irving continue à monter en puissance, regarde ce qu'a fait James quand il est arrivé. Certes, ça prend plus de temps, mais si Irving continue à monter en puissance comme ça, si Waiters prend plus confiance, qu'il devient plus régulier, c'est possible. Même si dans les 6-7e places, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent les prendre. Comme Philadelphie, comme Détroit, comme Toronto maintenant. Ça sera tendu, mais c'est possible, je pense. Maxime, la chance qu'a Cleveland, c'est qu'ils sont en conférence Est. En conférence Ouest, j'aurais pas mis un centime sur une place en 8e, 9e, même pas la 10e place. Mais en conférence Est, tu rencontres plusieurs fois des petites équipes. Je pense que la 8e place est ouverte à tout le monde. Donc voilà. Et comparé avec les LeBron James, c'est pas vraiment la même chose parce que les LeBron James c'était déjà un futur grand alors qu'il n'avait même pas mis un pied en NBA. Vraiment la pression était au maximum sur ses épaules. Kyrie Irving il a un peu plus de temps. Et puis aujourd'hui en NBA il y a un exemple de réussite qui s'appelle Oklahoma City. On n'a plus peur d'exploser une équipe pour reconstruire avec des jeunes. Et ça a réussi avec Oklahoma City. Maintenant ça s'est répandu un petit peu dans toutes les équipes.
On regarde Orlando, ils sont séparés de tous leurs joueurs. On voit plein de petites équipes qui arrivent à rivaliser avec les grands. Ok, mais moi, je pense que l'argument qu'avance Joe, tu vois, c'était par exemple un Kyrie Irving qui remonte en puissance, mais je pense pas qu'il puisse être le leader d'une équipe comme James Harden. Parce qu'un meneur, même aussi bon qu'il soit, peut moins peser sur le jeu, je pense, que LeBron le faisait. LeBron James, lui, c'est un power, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est un power guard, quoi. Je veux dire, il est intérieur et meneur à la fois. Il a 70% du temps le ballon en main, donc pour moi, c'est un meneur qui peut jouer dans tous les postes. Et Kyrie Irving, c'est la meilleure façon pour peser sur un jeu, c'est d'être le meneur. On le voit à Chicago. Et Kyrie Irving, elle a les cartes en main et je pense qu'il va faire. On le voit partout. Tu le dis, on je voit suis désolé, mais à Chicago, le reste de l'équipe est, selon moi, quand même, à quelques années-lumière de là où est Cleveland, enfin le reste de l'équipe de Cleveland actuellement. Oui, bah, ça tombe bien, parce qu'à Cleveland, on a une étincelle qui s'appelle Kyrie Irving et les années-lumière vont se rapprocher d'année en année. J'espère bien. Ouais. Tout le bonheur. Je le vois comme ça, moi, en tout cas, perso. Je vais donner la parole à Pat. En attendant, débranche et rebranche ton micro, Ismaël, c'est un peu embêtant. Ouais, mais vas-y, toi, tu penses quoi justement du fait qu'il devrait partir ou rester du côté de Cleveland? Non, moi, je pense pas qu'il devrait rester, mais il n'y a pas de. Là, c'est mieux, là, hein? Il n'y a pas de raison pour l'instant qui devrait l'amener à quitter le club. Moi, je maintiens ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y avait une équipe. Maintenant, bon, déjà, ce qui est dommage, c'est que moi, déjà, j'en attendais, à l'origine, j'en attendais mieux des clients de cette année, en fait, au départ. Ah, mais là, peut-être que la blessure de Varejao a mis un coup dans la gueule de tout le monde, non? Il était pas trop mal avant la blessure de Varejao, finalement. Donc, moi, dans une conférence Est où je trouve qu'il y a des équipes qui sont là, aux alentours de la 7e, 8e place, c'est pas des équipes de 8e, 9e, ça et tout, sont pas des équipes qui ont un niveau exceptionnel, on va dire. Donc, oui, mis à part Boston et Milwaukee, le reste, Philadelphie, Détroit, Toronto, c'est pas. Voilà, Philadelphie, c'est régulier. Moi, à ce rythme-là, déjà, Philadelphie, je les vois se faire doubler par Toronto, déjà, pour commencer. Parce qu'ils s'en rapprochent sérieusement. Après, il y a des équipes irrégulières, comme Détroit. Moi, Cleveland, je les voyais déjà plus haut, déjà, cette année, à l'origine. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. Ils vont faire l'effort, c'est clair et net, pour essayer de le conserver. Maintenant, je sais pas ce qu'ils ont prévu, ce qu'il en est exactement, parce qu'après, il y a plein d'à côté qu'on ne connaît pas au niveau. C'est vrai. On peut pas trop se projeter sur un avenir, on va dire, proche, voire même sur du moyen terme. Mais bon, il y a quand même du potentiel, quoi. Je sais pas. Moi, je me dis, cette équipe-là, moi, Cleveland, je trouve que cette équipe, elle a plus de potentiel qu'en cette place-là qu'elle occupe actuellement. Donc, oui, c'est sûr. Moi aussi, je suis complètement d'accord. Maintenant, c'est vrai que leur position, les résultats, ils vont effectivement peut-être la tendance pour avec un draft. Ouais. C'est clair qu'il leur manque, je pense, un plein intérieur dominant. Bah, c'est ce qu'était un peu vers Varejao, justement, quand il était là. Il allait au charbon, il prenait les rebonds. Vous avez vu, mais Varejao, il est ultra sollicité de partout. Ouais. Il y a pas si longtemps, il y a 1 ou 2 mois, on parlait d'un échange Varejao-Pekovic. Mais Pekovic, pareil, Pekovic, c'est un joueur qui fait beaucoup de bien aussi à Cleveland. Donc, on est Tyler Zeller, là, en poste 5, c'est que sa première année, voilà. Donc, justement, si, comme tu disais tout à l'heure, si Greg Oden a réparé ses genoux et qu'il arrive à s'imposer. Un axe Irving, Greg Oden, si il y a quand même beaucoup de signes concernant Greg Oden, il revient, parce qu'on ne sait même pas s'il va revenir, parce que lui il maintient qu'il va revenir, mais aujourd'hui, je crois qu'il a déclaré qu'il prendrait sa décision pour cet été. Ouais. Donc, il y a beaucoup de signes concernant Greg Oden. La logique voudrait, de toute façon, il s'est soigné dans l'Ohio. Il est originaire de là-bas, il me semble. Oui. Oui, je sais pas. Voilà, s'il revient, ça sera probablement un Cleveland. Probablement. Bon, pareil, on ne sait pas encore parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui l'ont sollicité, dont Boston. Donc, évidemment, un axe Irving Oden, et si Oden retrouve un bon niveau, évidemment, ça change la donne. Ça changera la donne. Mais pour l'instant, il y a trop d'incertitudes. Il y a des joueurs, on ne sait pas s'ils vont rester. Varejao, on ne sait pas s'il va rester là-bas. Enfin, voilà,
pour l'instant, c'est difficile de se projeter sur les Cavs de l'année prochaine, parce que maintenant, on est obligé de parler de l'année prochaine, puisque les playoffs, c'est évidemment mort. Donc, à voir. Moi, je pense pour l'instant, de toute façon, qu'ils vont le conserver. De toute façon, il n'y a absolument pas de rumeurs qui annoncent un Irving ailleurs, de toute façon, pour l'instant. Oui, alors qu'il sera oui, c'est 2 ans le contrat rookie. Je crois que c'est 3 maintenant. Ça a changé depuis quelques années. Je crois que c'est 3 maintenant. Parce que là, sinon, on en parlerait déjà. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc j'ai une dernière question, après on va basculer sur le dernier sujet. Est-ce que vous pensez que dans un futur proche, ou même plus lointain, un gars comme Kyrie Irving peut devenir MVP? Sans problème. Sans problème. Et ouais, Max, t'en penses quoi, toi? On t'entend pas beaucoup. Ouais, bah oui, c'est vrai que, enfin, il a avec le potentiel qu'on lui connaît maintenant, il peut faire de grandes choses et MVP, ce serait la suite logique de cette ascension, quoi. Maintenant, ça n'a jamais été une question de potentiel. Je veux dire, un Damien Lillard, si on fait la comparaison avec un rookie de cette année, peut aussi lui devenir un jour MVP, mais après, ça dépend de ce qu'ils font de leur talent. Tu sais, il y a pas mal de phénomènes extrasportifs qui se produisent sans qu'on le contrôle vraiment, même une blessure. Quoi que ce soit, on peut jamais savoir. Maintenant, son potentiel, si on parle seulement de son potentiel, je pense que oui, il a largement les moyens de devenir un jour MVP. Même si en NBA, les meneurs sont jamais trop récompensés pour ce trophée-là, quoi. Bah, le dernier, c'était Derrick Rose. Ouais. Et avant, j'ai. Bah, Steve Nash, je crois. Ouais, voilà, c'est ce Steve que Nash. j'allais dire. Je sais Donc, pas si. Ouais, si, c'est ça, Pat. Je vois pas. Nash a été le MVP, il me semble. Ouais, 95-96, ouais, mais je sais justement entre Nash et Rose, je me semble pas qu'on ait eu de meneur. C'est pas à Phoenix qu'il a été élu MVP, il me semble que c'est. Ouais, c'est à Phoenix. Deux années de suite, ils ont pris, c'est 2 titres NBA qu'ils ont retiré, 2 titres NBA, pardon, 2 titres de MVP qu'ils ont retiré à Kobe et Shaquille O'Neal. Ouais, c'est des titres qui ont été contestés, mais bon. Ouais, bah de toute façon, on sait pourquoi. Mais bon. Ouais, donc le dernier c'était Derrick Rose. C'est vrai on voit plus souvent, le profil type du MVP, c'est quelqu'un comme LeBron James, comme Kevin Durant, un ailier scoreur qui arrive à, de par sa taille, de par leur capacité à avoir le ballon en main et à prendre des rebonds avec une taille d'entre 1m98 et 2m5-6 qu'on sont à peu près capables de tout faire, donc c'est ça qu'on retrouve plus au poste de MVP. Donc on va terminer ce débat par les dernières rumeurs de transfert, vu que je vous rappelle la deadline c'est demain. Il devrait y avoir beaucoup de bruit et beaucoup de rumeurs assez improbables. Ouais, c'est demain. Donc on devrait avoir beaucoup de rumeurs improbables et demain minuit. Peut-être, ouais, voilà. Et peut-être quelques transferts. Donc on va commencer par mais c'est un transfert qui a été soi-disant démenti et même voire abandonné par les dirigeants de Los Angeles. On parlait d'un certain Kevin Garnett du côté de la Cité des Anges, en échange d'Eric Bledsoe et de DeAndre Jordan. Donc les Clippers. Oui. Bah, enfin, oui. Pour ceux qui ne savent pas. Et donc, vous pensez quoi de ce trade? Moi, il m'a fait assez rire, même si sportivement, les Boston en seraient sortis carrément vainqueurs. Ouais, j'ai l'impression qu'à Boston, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de victoire, c'est pas une question de. J'ai l'impression que pour transférer des joueurs de Boston, c'est quelque chose de plus sentimental, oui, clairement. Plus de valeur. De toute façon, tout ce qui représente les Celtics de Boston, même dès que vous rentrez dans la ville, vous voyez très bien que voilà, c'est quelque chose de complètement différent pour les États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a une histoire sentimentale là-dedans, même si dans c'est pas une impression. Ouais, voilà. Parce que tu regardes, quand tu regardes le trade en lui-même, échanger Kevin Garnett qui est sur la pente descendante par rapport à avant, même s'il garde un bon niveau, sur la pente descendante et récupérer 2 jeunes joueurs, notamment quelqu'un comme Eric Bledsoe et DeAndre Jordan, sportivement, Boston était complètement gagnant et Kevin Garnett, c'est quand même un grand monsieur. Enfin, même oui, voilà, c'est justement ce que j'allais dire. Oui, c'est un bon joueur, mais quand tu regardes sportivement, la paire Bledsoe-Jordan
sportivement, Boston était loin d'être perdant là-dedans. Et tu regardais sur Facebook, sur Twitter, tous les fans de Boston, moi y compris, ne veulent pas voir ni Paul Pierce ni Kevin Garnett quitter le club. Tout le monde veut les voir prendre leur retraite à Boston. Mais de toute façon, le seul qui a un mot là-dedans, c'est Kevin Garnett, parce que dans son contrat, il y a une clause de no transfert. Donc celui qui pourrait partir, ce qui serait un scandale sans nom, c'est Paul Pierce, quoi. C'est ça le problème. À part Rondo, s'il part, je pense que les gens vont pas trop pleurer son départ, même si c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas longtemps. Quoique, il était là l'année du titre, il était là. Là, c'est un peu, il est considéré comme le leader de cette équipe quand même. Donc, je pense que même si c'est pas le débat là, je pense que le départ d'un gars comme Rajon Rondo pourrait faire mal, même sentimentalement aux supporters de Boston. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en ce moment, sans lui, les statistiques parlent pas pour lui. Boston se porte très très bien et en attendant. Mais justement, avec les 3 blessures que Boston a pris sur la gueule dernièrement, est-ce que des événements comme ça te soude pas un groupe, des joueurs qui n'étaient pas forcément concernés sont obligés de mettre la main à la pâte pour aider l'équipe. Donc, pour une autre équipe, oui, mais pour Boston, je pense pas. Le cœur prime avant tout, la gagne, la hargne. On a vu des joueurs sortir de nulle part, réussir à Boston. Boston, c'est vraiment une entité, une éthique, et je pense que c'est ça qui passe avant tout, et c'est ce qui leur fait gagner des matchs. C'est pas faux. Donc on va continuer avec une autre rumeur qui est parue aujourd'hui ou hier. On parle d'un trade entre Kendrick Perkins, un tour de draft et quoi ? Pas Jeremy Lamb ? Si, c'est Jeremy Lamb contre Marcin Gortat et j'oublie tout le temps son nom. PJ Tucker. Voilà. Merci Pat. Donc est-ce que vous pensez que sportivement déjà, je vais vous dire pourquoi. Ce trade a été expliqué, cette rumeur a été expliquée par ceux qui l'ont lancé, comme quoi Oklahoma City serait plus à la recherche d'un pivot offensif dominant, ce qui est plus Marcin Gortat, alors que justement Phoenix, à l'inverse, rechercherait un poste 5 plus défensif, ce qu'est justement Kendrick Perkins. Est-ce que vous pensez qu'un trade comme ça, d'une, déjà peut se faire, et de deux, est-ce que ce serait une bonne opération pour les deux équipes ? On va commencer par toi, Pat. Ouais, une bonne opération pour Oklahoma, ouais, je pense. Beaucoup, là. Parce que Perkins, moi, si je dois donner mon avis le concernant, je suis pas super emballé par ce joueur, je l'ai jamais été. Il est bon défenseur, mais peut-être moins bon défenseur que tout ce qu'on peut entendre dire. Moi, Oklahoma, je préfère même Nick Collison que Et est-ce que Zir reprend. Voilà, je préfère Nick Collison que Kendrick Perkins. C'est pas un joueur que je trouve impressionnant. Après, c'est vrai que son rôle de scorer, c'est clair. Et il y a suffisamment de scoreurs avec Westbrook, Durant, Martin. Voilà, pour apporter des points. Ibaka, bien sûr. Ibaka qui est bon, énorme. Ça fait des progrès considérables, même à distance. Un des petits chouchous de Maxime, d'ailleurs. Non, mais Ibaka est vraiment très fort, rien à dire là-dessus. Et ouais, un Gortat à Oklahoma, ça apporte un autre danger, on va dire. Ça peut venir de partout, quoi. Ça peut venir de partout. Cette fois-ci, Oklahoma, c'est très difficile à prendre parce qu'en fait, le danger peut venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Gortat, c'est un joueur qui est besogneux aussi, il ne faut pas l'oublier, il ne réussit pas à faire des écrans, il n'est pas si mauvais défenseur. Il a des qualités techniques et il sait shooter, il a des bons moves. Ouais. C'est un joueur qui est sous-estimé. Ouais, je suis d'accord. Si ça se fait, et en plus c'était quand même assez sérieux comme rumeur, là, Oklahoma, pour moi, ils sont largement gagnants. Voilà. Par contre, le problème de ce trade, c'est qu'on annonçait un Jeremy Lamb comme un joueur à fort potentiel. Et j'ai l'impression que la saison de rookie, elle est un peu en train d'être grillée un petit peu par tous ces trades, parce qu'il était déjà à Houston, il me semble, juste avant. Oui, c'est ça, il a été drafté par Houston. Il est de Kevin Martin, il me semble, ça. Ouais. Et de Harden. Le Darden, ouais, voilà. Il a été drafté par Houston en, je sais plus, 12 et quelques positions.
on ne le voit pas sur le terrain, c'est un joueur à bon potentiel. Sa première saison rookie est complètement foncé par ses trades. Et il aurait eu plus de facilité à s'exprimer du côté de Houston déjà. Ouais, bah là en l'occurrence, là on l'enverra à Phoenix en fait, j'ai compris. Donc, Bah là, il aurait plus de temps de jeu. Enfin, je suppose. il aurait plus de temps de jeu. Après, Perkins à Phoenix, ouais, pourquoi pas. Il sera associé à quelqu'un comme Luis Scola. Oui, Liscola aussi, hein, il était annoncé à un moment donné dans des trades, tout ça. Donc, Phoenix, ils veulent reconstruire un peu tout ça. Donc, c'est sur l'effet immédiat, ça serait quand même une très bonne opération pour Oklahoma, pour moi. Je suis d'accord. Toi, t'en penses quoi, Max? Bah moi, enfin pour ce trade là, parce qu'aussi j'ai vu qu'il y en a, si je peux me permettre, il y a d'autres trades assez intéressants aussi desquels on pourrait parler. Ouais, on va. C'est pas que celui de Perkins Oui, m'intéresse pas, hein, mais non, ouais, je pense que sur un trade comme ça, Oklahoma City, ouais, serait vachement gagnant. Comme le disait Pat, un joueur comme Gortat, pour l'avoir vu jouer quand même pas mal de fois, il est vachement sous-coté. Même aussi par exemple Luis Scola. Enfin, c'est pour ça que je pensais que leur association aurait fait quand même assez mal à Phoenix. Et c'est comme quoi on peut vraiment, enfin, c'est vraiment très dur, c'est un exercice très difficile que de pronostiquer la NBA et d'anticiper le succès potentiel d'une équipe nouvellement formée. Je pense que, enfin, moi je pensais vraiment qu'il y aurait un succès à Phoenix et or il se casse complètement la gueule. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je pense qu'un Gortat contre un Perkins, moi je dis oui. Après, reste à voir si Phoenix, enfin voilà, si Phoenix acceptera quoi. Mais autrement oui, c'est sûr que c'est un beau trade. Après t'as aussi Dwight Howard qui pourrait arriver à Atlanta. Ça, on peut en parler. Ça ouais, mais je crois pas. C'est plus. Oui, je sais, mais bon, dans l'idée, je veux dire que après un début de saison, enfin une grosse partie de saison quand même qui est assez ratée. Je sais pas Attends, si... je te coupe 2 secondes juste pour dire, Vas-y. après je te laisserai finir. Mais juste pour dire que les dirigeants des Lakers ont déclaré ne lâcher ni Howard ni Gasol d'ici la fin de la saison. Donc je vois mal Howard quand même quitter. D'accord. Bon. T'étais pas au courant de cette information? Sur ce, je vais te laisser la parole. Non, si t'as quelque chose à rajouter, vas-y. Non, mais il y a, enfin, c'est pas le seul trade dont on parlait. Moi, je pensais, enfin, bon, maintenant qu'il a déclaré c'est bête, mais je pensais quand même que ça aurait été judicieux parce que, enfin, on lui a quand même laissé le temps de faire ses preuves et c'est quand même encore assez moyen, quoi. Il a été quand même fracassé par les blessures, hein. Même si j'aime pas trop Dwight Howard, il a pas eu de bonne niveau blessure. L'entente avec Kobe n'est pas bonne. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'il n'a pas sa place du côté de Los Angeles. Il y a 2 trades que je voulais aborder avant qu'on termine, parce que ça fait quand même 1h03 qu'on est en train de parler. Donc je voulais parler d'un trade qui m'intéressait pas mal. On parlait de l'arrivée d'un certain J.J. Redick du côté de New York contre Iman Shumpert. Il a annoncé un peu partout, lui. Hein. Shumpert Ouais, Non, Redick. Redick, ouais. Mais là, la rumeur Redick-Shumpert pourrait être... Enfin... c'est loin d'être... Enfin, c'est pas ridicule comme d'autres. c'est une grosse erreur à mon avis, hein, si tu veux savoir. De la part de c'est qui? très- D'Orlando De la part de... Si New York accepte Redick à la place de Shumpert, c'est Ouais. une énorme erreur et ils vont s'en mordre les doigts parce que c'est pas les shooters à 3 points qui manquent à New York. Par contre, des défenseurs, il en faut un peu plus. Je suis Et d'accord. Shumpert remplit tout à fait cet esprit-là. Ouais, je suis complètement d'accord, moi. Il est bon, il est rapide, il peut monter au dunk, il n'a pas peur de rentrer dans la peinture, ce qui n'est pas tout à fait le cas du périphérique. Comment il s'appelle? Redick. J.J. Redick. Ouais, DJ Redick, ouais. Voilà, t'en penses quoi de ce trade, toi, Pat? De Redick, Ouais, Redick-Shumpert. moi Shumpert, déjà on annonce dans un peu tous les trades parce que j'ai aussi vu aussi un Shumpert avec dans une rumeur de trade avec Jared Dudley et Jermaine O'Neal. Ouais, on en avait parlé aussi. En fait, New York serait très intéressé par Jermaine O'Neal, qui sort des bons matchs actuellement à Phoenix. J'ai l'impression qu'il est en train de renaître. Ouais, il a fait un bon match cette nuit, je vais vous dire combien il a fait, mais il a mis... Vas-y, si t'as les stats en tête. J'ai 2 matchs consécutifs avec 13 rebonds pour Jermaine O'Neal quand même. Ouais, alors j'ai les stats devant les yeux. Cette nuit, Jermaine O'Neal a fait 9 points, donc 13 rebonds et 3 blocs. Ah non. Et les gars, non, c'est trois pertes de pas balles. vraiment étonnant. On sait très bien qu'à Phoenix, ils ont le dispositif de remise en forme et de santé le plus évolué en NBA. Donc ils ont réussi à faire jouer Shaquille O'Neal plusieurs saisons d'affilée.
et plein d'anciens gloires de la NBA retrouvaient leur santé du jour au lendemain, comme Michael Redd par exemple. Et on sait là-bas qu'ils s'occupent très très bien des joueurs et ils ont pu conserver aussi plusieurs années Steve Nash qui s'est pris pas mal de gifles dans la tête. Et donc voilà, ils s'occupent très bien des joueurs là-bas. C'est pas faux. Alors NBA, c'est clair et net. Et pour répondre à ta question quand même concernant Redick, mais Redick, Otto Schumpert, moi je suis d'accord avec Ismaël, non, absolument pas. Ça serait pas du tout une bonne idée côté New York parce qu'en fait, comme il disait, il y avait quand même suffisamment de shooters à 3 points dans cette. Ah oui, c'est clair, avec Novak, avec Melo, avec J.R. Smith, il y a du monde quand même. Non, mais aussi, Felton, qui est quand même pas maladroit. Mais Redick, on l'annonce quand même beaucoup plus du côté de Milwaukee en fait. Ouais. Ouais, parce que Milwaukee cherche à se séparer de Monta Ellis, je crois. Ouais, mais donc, finalement, c'est un sac de nœuds parce qu'en fait, Monta Ellis, ils veulent s'en séparer, mais vous avez Josh Smith qui en annonce à Milwaukee. Justement, c'est le dernier trade que je voulais aborder, on en parlera juste après. Vas-y, continue. En fait, on a annoncé Josh Smith à Milwaukee, mais dans un trade avec Monta Ellis, qui personnellement ne m'arrangerait pas pour Kyle Korver, mais enfin bon, voilà, bref. Et ouais, voilà, je voulais le sortir, hein. Il fallait que je sorte le nom aujourd'hui, parce que c'est pas possible. Ouais. Ça va pas le faire. Et finalement, Smith qui aurait déclaré qu'il voulait jouer absolument avec Jennings et Ellis. Donc c'est un sac de nœuds improbable. D'ailleurs, il me tarde assez rapidement qu'on trouve la destination de Smith. Bah, on saura ça demain parce que les dirigeants d'Atlanta ont dit qu'il serait transféré demain. Donc, Ah ouais, carrément. À Milwaukee? Non. On ne connaît pas la destination, mais Écoutez, moi j'ai un avis assez personnel sur cette on va déborder sur Smith. Oui, vas-y, donne-nous ton. Sur ce fameux 21 qui arrive à grands pas. J'ai l'impression que c'est les rumeurs de transfert les plus pauvres que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Ça fait très très longtemps que je suis la NBA et j'ai l'impression que on va assister à un pétard mouillé cette nuit ou alors le contraire. Je pense que le plus gros trade qu'on a eu cette année c'était avec James Harden. On savait plus ou moins que c'était clair et net qu'il allait partir par rapport à des problèmes financiers. Là, j'ai l'impression qu'il va rien se passer du tout. Après, Smith, c'est quand même un gros nom qui est sûr de partir. Ouais, c'est un gros nom, mais moi je le vois bien rester à Atlanta et apporter des joueurs. Et pourquoi pas Dwight Howard? Pourquoi pas? Bah, justement, les dirigeants d'Atlanta avaient montré leur envie justement de construire l'équipe autour de Lou Williams, de Jeff Teague et de quelqu'un comme Al Horford. Et justement, elles avaient montré leur envie de se séparer de Smith, du coup. Et Smith, on l'a annoncé partout. On l'a annoncé, comme tu l'as dit, du côté de Milwaukee. On l'a annoncé du côté de Boston. Même si Danny Ainge a déclaré récemment que Boston, normalement, à part un transfert minime, donc Joe Smith, j'y crois pas trop, ne ferait pas de transfert. Simplement signer des joueurs agents libres ou des petits, des tout petits transferts. On annonçait Smith aussi, ça j'y crois pas du tout par contre, du côté des Lakers, en raison des blessures de Dwight Howard et de la faiblesse en ce moment du secteur intérieur de Los Angeles. Moi je pense que je suis plus d'accord avec, je sais plus si c'était Maxime ou Patrick qui disait ça tout à l'heure, je pense que c'est plutôt le voyage contraire qui va se passer, et un Kyle Korver, justement je l'utilise pour toi Patrick, qui partirait à Los Angeles avec Al Horford. Mais en fait, moi, j'en parlais tout à l'heure avec un pote au bureau. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais arrivé sur un trade possible et je ferais exactement ce que tu disais, c'est-à-dire Dwight Howard à Atlanta pour retrouver son famille Smith et je remettrais Oberkay en plus en même temps parce qu'il est originaire de là-bas. Exact. Contre un Dwight Howard contre Kyle Korver et Al Horford. Et Kyle Korver, parce que Korver, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi forcément je le suis très près. Korver qui était monstrueux, on va dire, depuis. Oui, il est très bon depuis le début de la saison. Et bien, il a été sorti du 5 de départ sur les 3 derniers matchs. Vous trouvez ça relativement bizarre, on va dire, pour mettre un Devin Harris qui est décevant au possible. Et il n'y aurait pas un trade à Horford de Kyle Korver contre Dwight Howard qui serait en train de se préparer. Je serais pas forcément étonné, moi, me concernant. Et surtout, alors là, je vais sortir sur un aspect complètement extra-sportif. Kyle Korver avec le maillot des Lakers à Hollywood, c'est du parfait, c'est du 100%. Ça colle à 100%, la gueule de beau gosse, tout ça, qui ressemble un petit peu avec le mec de Demi Moore, là, je ne retiens jamais son nom. Ouais. La meuf. Ouais, et je pense que c'est une équipe qui lui irait super bien. Il est grand, il collerait parfaitement au système d'Anthony avec en tête de raquette à Horford.
je pense qu'ils auraient une superbe équipe, hein. Franchement. Voilà. En fait, D'Antoni, il lui faut des shooters, et là, il les a pas trop, parce que Nick, c'est irrégulier, tout ça et tout. Il a que Kobe en fait. Et ouais, donc en fait, dans le système. C'est ironique ça. Il faut des shooters à 3 points dans le système de Mike D'Antoni. Et Ouais. effectivement, je maintiens ce que je disais, je serais pas étonné personnellement de voir un trade comme ça se monter, quoi. Ouais, Si, moi ça- non plus. Surtout quand je sais de quelle source je tiens ces informations-là. Je tiens ces informations-là d'un ancien joueur NBA qui a annoncé, le seul qui avait annoncé James Harden à Houston. Donc je lui fais un peu confiance, c'est Jalen Rose. Il a beaucoup de liens, il a le bras très très long en NBA, contrairement à ce qu'on peut croire. Il paye pas de mine comme ça, mais il connaît énormément de monde dans toutes les organisations et aussi bien en NBA que dans les équipes elles-mêmes. Donc j'attends de voir demain soir minuit. Donc voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Donc merci Un à petit tous. mot sur Tyreek Evans peut-être, non? Vas-y, sur qui? Sur Tyreek Evans qui était annoncé ouais. aussi un peu partout, Vas-y, si tu veux. aussi à Los Angeles. Donc histoire de mettre Steve Nash sur le banc parce que voilà, il est un peu cuit cette année. Oh, même Donc, si c'est pas trop mal ce qu'il fait quand même, hein, pour un gars, Ouais, c'est pas trop mal. pour un mais gars quand- qui a 38 ans, pardon. Quand on ramène, ouais, mais à 38 ans, t'as Jason Kidd qui fait une excellente saison Ah, mais c'est pas dans les mêmes conditions, il est bien mieux entouré, il est... Ben, moi j'ai l'impression que c'est deux équipes qui se valent, hein. J'ai l'impression que c'est deux équipes. Non. Pourquoi? Bah, il y a à New York, t'as de la cohésion, les joueurs ont envie de jouer, les joueurs s'entendent bien. Voilà, mais Même, justement, même Melo a mis son ego de côté, donc... d'accord, alors- mais quand Jason Kidd était blessé en début de saison pendant 2 ou 3 matchs, je te jure, cette cohésion, ils l'ont perdu. Alors que. j'ai pas l'impression que- Oui, mais justement, alors avec ou sans Nash, les Lakers, ça marche pas, quoi. D'accord, donc il y a bien un problème de Steve Nash. J'ai l'impression de Non, voir. il y a surtout un problème dans toute l'équipe, et pour moi, le problème, c'est plus les systèmes du coach. D'Antoni, c'est pas quelqu'un, comme vous le disiez, il lui faut Moi, je des pense shooters, on le voyait à Phoenix, ça marchait bien avec. Mais là, Je taperais un peu plus haut, moi je taperais plutôt de en haut chez Monsieur Buss. tiens d'ailleurs, ouais, hommage à Monsieur Buss. Qui a perdu son père dernièrement, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu n'importe quoi, il a une fierté un peu mal placée, surtout ce qu'il a fait après avec Phil Jackson en début de saison, c'était dégueulasse. Donc ça, je tenais à le préciser et à le dire. Ouais, je oui. voudrais, Vas-y, je vas-y. voudrais ajouter un petit élément quand même. Enfin, c'est plus global, quoi, mais c'est quand même pour montrer à quel point en NBA, enfin, moi je trouve que dans ce sport et en NBA, c'est plus valable encore que dans les autres sports. Je pense que c'est vraiment super dur à annoncer avant une saison un succès, quoi. Parce que franchement, les Lakers, qui les aurait imaginés comme ça, quoi. Personne. Entre un Meta World Peace qui nous annonçait qu'ils allaient battre le record de victoires en saison régulière Non, mais ça, c'est n'importe quoi. des Chicago. Enfin, franchement, personne les aurait attendus pas qualifiés en playoff, quoi. Et donc c'est ça aussi la magie de la NBA, c'est qu'il suffit pas de mettre des grands joueurs dans une même équipe. Ouais, Il faut exact. une cohésion, il y a des surprises et c'est ça la beauté de notre sport et de la NBA. Et qui aurait mis Atlanta? Moi, j'aurais jamais mis Atlanta à ce niveau-là, jamais de la vie. Oh, si. Pas C'est moi, bon. franchement, Moi, il y je avait pense- des noms, il y avait des petits noms, mais jamais j'aurais trouvé. Je pensais que ça aurait été une réserve pour d'autres équipes qui allaient puiser dans les transferts dans cette équipe-là. Je l'avais plus vu comme une équipe réserve pour d'autres équipes, mais pas une équipe réelle. Ouais, ouais. Il y a Pourquoi beaucoup de shooters à Atlanta. Il y a énormément de shooters à Atlanta, mais il y en a même trop parce qu'un Anthony Moreau qui est un shooter quand même Ah ouais, c'est vrai. Hein. assez exceptionnel ne joue pas beaucoup, voire jamais maintenant même je dirais. Anthony Moreau, soit il est tradé, soit il bénéficiera du départ d'un autre joueur plus important pour retrouver la place à Atlanta, mais il doit se passer quelque chose avec lui parce que c'est un joueur qui à Golden State a porté quand même pas mal. Honnête aussi, il a fait quand même des bons matchs aussi l'année Non, c'est dernière. un bon joueur. Ah, c'est un très bon joueur, c'est un très bon shooter. Mais bon, mais le problème c'est que entre Porter, entre Jenkins, Stevenson, tout ça, il fallait faire un choix et Moreau s'est quitté et il a payé cash. Exactement. Voilà. Donc on va finir là-dessus les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était. Ah, merci à toi, Joe. On a Ouais, déjà. merci à toi. Bah, enfin toi, c'est un peu normal que tu sois là. Ouais, j'espère que mes problèmes de micro sont résolus vers la fin, non? Oui, sur la fin ça allait. Ah, ok, c'est bon. Donc on a débattu pendant 1h15. Maintenant pile, c'était vraiment sympa. Je vous remercie. J'espère que ça. J'espère que certains auditeurs iront au bout de la vidéo. Ouais, j'espère. Mais on a quand même de. Je parlais. Moi, je te donnerai un conseil, Joe. Ouais. Je te donnerai un conseil, c'est ce que je fais avec sur ma page.
c'est de prendre chaque sujet et de les raccourcir pour que ça fasse entre 5 et 10 minutes, pas Ouais, plus. pourquoi pas, je pense qu'on fera ça. Ouais. Non, mais tu peux prendre ce qu'on a fait là ce soir et couper les sujets et en poster tous les 2 jours, par exemple. Ouais, on verra, je verrai ce que je vais faire. Ouais. Tu voulais dire. Je vais le poster sur ma page de la Santo, donc déjà ça devrait quand même être écouté, je pense. Parce que... Ok, ça marche. Oui, donc Ouais, moi aussi. je vais rappeler que oui, donc Pat, c'est l'administrateur du shoot à 3 points, de la page Le Shoot à 3 points. Donc n'hésitez pas à aller mettre un petit like. Ouais, bah j'irai. Et t'as toi qui n'est pas encore dessus. Et Ismaël, pour sa part, tient une page qui s'appelle Balayeur. Nul balayeur, ouais, exact. D'accord, ok, je vois. Donc, Tu tapes nul balayeur, tu tombes sur moi, il n'y a pas de souci. Et il y a déjà des podcasts aussi, quelques podcasts. Donc voilà, donc je mettrai les liens de vos 2 pages, les gars, dans la description du podcast. Donc encore merci à vous et on se retrouve une prochaine fois. Je tiens à dire une chose, c'est que ça m'arrive souvent de mettre des infos avant Basket USA. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vrai en plus. Donc voilà, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose, Pat. Non, juste ton avis, parce que voilà. Sympa. Ouais, bah c'était vraiment sympa. Merci à vous 3. Donc on va clôturer là-dessus. Salut à tous et on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Salut. Ciao.